Là, c'est arrivé, peut-être. Est-ce que quelqu'un, il y a des vieux qui va prendre la parole? Les vieux qui va prendre la parole. Alors, rebonjour tout le monde. Merci à toutes et tous d'être là. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, merci encore une fois d'avoir patienté. Nous sommes donc tous et toutes réunis pour parler du livre de Francesca Albanese, Quand le monde dort, récits, voix et blessures de la Palestine, disponible aux excellentes maisons d'édition Mémoire d'Encrier. Donc merci à toutes et tous d'être là. Alors pardon, je n'envoie pas de SMS, je me mets juste en mode avion. Tac, voilà, comme ça je surveille le temps également. Donc merci d'être là, et c'est justement par merci que je vais commencer. Merci au Théâtre Berthelot de nous accueillir, donc je vous disais, nos voisins, nos camarades. Merci à la ville de Montreuil, merci à l'équipe de Mémoire d'Encrier qui a rendu cette rencontre possible. Merci à vous, parce que sans public, il n'y a pas de rencontre. Donc merci d'être là, et un merci, je vais le dire avec beaucoup d'émotion, très sincère, et nous sommes profondément honorés de vous rencontrer et de vous avoir parmi nous, Francesca Albanese. Donc merci. Donc, je vous propose qu'on commence. Comme je vous le disais, il va y avoir une discussion avec Francesca sur cet ouvrage, un moment de questions-réponses, pour ensemble, comme on se le disait tout à l'heure, penser contre nous, penser ce qui se passe, mettre des mots, essayer de comprendre. Et donc, allons dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Francesca Albanese, vous êtes donc juriste, vous êtes chercheuse en droit international, vous avez travaillé pendant 10 ans à l'ONU, notamment à l'UNRWA, qui est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine au Proche-Orient, et vous êtes aujourd'hui rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Très rapidement, et pour comprendre d'où vous parlez, qu'est-ce que c'est qu'une rapporteuse spéciale de l'ONU? Parce qu'on entend beaucoup, mais on ne sait pas ce que c'est. D'accord. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous, et vraiment désolée du retard. J'essaie toujours d'arriver à l'avance pour briser le stéréotype des Italiens qui arrivent en retard. Mais grâce au trafic et au sens interdit aux travaux de Paris, me voilà, 20 minutes en retard, la honte, désolée. Alors, merci à tous et toutes aussi pour être ici et pour d'avoir organisé cette rencontre. Alors, un relateur spécial, ou relatrice spéciale des Nations Unies, c'est un expert indépendant, connaisseur des droits humains, et en général spécialisé dans un thème qui peut être le droit à l'eau, le droit à la santé. On est plutôt des experts thématiques, mais il y a 14 parmi nous qui s'occupent de pays, de situations pays, comme l'Érythrée ou l'Afghanistan. Il y a aussi le territoire palestinien occupé par Israël depuis le 1967. Et ça, c'est en fait le mandat pays le plus ancien. Je suis la 8e à avoir ce rôle, ce poste, qui c'est tout à fait gratuit. On le fait de façon volontaire. Et ça prévoit de voyager 2 fois par an dans le territoire palestinien occupé, qui dans mon cas spécifique est prohibé, empêché par Israël, mais pas seulement à moi, ça s'est passé aussi à mes 3 prédécesseurs. Depuis le 2008, depuis que professeur Richard Falk fut arrêté, détenu et déporté, après on ne nous a pas permis de rentrer, que c'est un abus clairement. Mais la liste est longue. Et là, on écrit 2 rapports par an aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale une fois et au Conseil des droits humains. Et voilà, j'ai produit 7 rapports, mais je pense qu'une différence entre moi et mes prédécesseurs illustres, c'est que j'ai décidé volontairement de faire 2 choses qui sont présentes en fait dans ma manifestation d'intérêt pour ce rôle, j'ai dit je vais m'engager avec les médias
pour rejoindre plus de... parce que le problème de la Palestine, c'est un problème de discours en tant que de substance. Et je sentais qu'on devait rejoindre un public, une audience plus large de cela, des États qui se réunissent aux États-Unis, aux Nations Unies. Non, c'est grave, parce que l'autre jour, j'ai dit dans une conférence que j'étais sanctionnée par les Nations Unies. Ça va pas, c'est lapsus freudien. Voilà, je m'arrête là. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet de votre ouvrage, qui est un magnifique ouvrage. Quand le monde dort, récits, voix et blessures de la Palestine, donc édité en français, c'est la première version traduite depuis la version initiale, qui était en italien, publiée par Mémoire d'Encrier, qui est une maison d'édition basée à Montréal, créée par l'auteur Rodney Saint-Éloi. Et donc, dans ce livre, qui est vraiment magnifique, il est composé de 10 chapitres. Chacun de ces chapitres est dédié à une personne qui, de près ou de loin, vous a permis de comprendre la Palestine. C'est un livre qui parle à la fois au cœur et à la tête. Au cœur, parce que justement, vous parlez beaucoup d'émotions, beaucoup d'humains, beaucoup d'anecdotes personnelles avec ces personnes. D'autant plus humain que chacun des chapitres porte comme titre le prénom de ces personnes. Le premier chapitre s'appelle Hind, dédié à Hind Rajab, fillette de 6 ans, morte sur les balles de l'armée israélienne, et qui nous permet de comprendre ce que c'est qu'être un enfant en Palestine. Et il parle aussi à la tête, donc les deux fonctionnent ensemble, parce qu'il est très érudit. Il est factuellement, historiquement très érudit. On comprend tout ce qui se passe en Palestine depuis 1948 et la Nakba, et avec votre grille de lecture qui est votre expertise, le droit international. Donc voilà, pour que vous compreniez quel est cet objet dont on va parler aujourd'hui. Là aussi, la question est simple, et on va vraiment parler de l'objet. Vous aviez 1000 manières de faire un livre. Hein. Pourquoi cette forme-là ? Pourquoi cette organisation-là ? Merci beaucoup. Je trouve, ça c'est vrai, c'est la première traduction du bouquin qui est sorti il y a 4 mois en Italie, et ça a été un cas parce que c'est un livre un peu particulier. En fait, même l'éditeur ne savait pas comment l'approcher, parce que c'est clair qu'il y a un essai. C'est un texte qui parle d'histoire. Il y a une force juridique très importante. C'est ma façon, c'est mes lentilles pour regarder le monde et pour l'expliquer. Même si je fais vraiment un grand effort pour le présenter de la façon le droit le plus accessible possible. Mais il y a aussi beaucoup de vie des gens. En fait, je pense que c'est pas forcément que ce sont des gens qui m'ont aidé à comprendre la Palestine, parce que je pense que c'est vrai de toutes rencontres qu'on fait, mais c'est des gens qui j'ai choisi en tant que des Virgile pour nous guider un peu dans parfois les cercles de l'enfer, qui c'est la vie pour les Palestiniens sous l'occupation militaire israélienne. Et chacun d'eux devient un peu un caractère archétypique, parce qu'ils ont des gens qui ont fait vraiment partie de ma vie, sauf Hind Rajab. Mais les autres, ce sont des gens qui ont signifié beaucoup pour moi en tant qu'ami, en tant que maître, en tant que camarade. Et on se retrouve là, ensemble, dans les pages de ce bouquin, à expliquer aux gens qui lisent c'est quoi l'occupation, c'est quoi la question des réfugiés, c'est quoi le génocide, c'est quoi l'espoir pour le futur, comment soigner le traumatisme chez les Palestiniens, chez les Israéliens, qu'est-ce que ça a à faire la religion, et qu'est-ce que peut faire la spiritualité dans tout ça. Alors je pense que ça m'a donné vraiment l'opportunité aussi de soigner les blessures qui ne sont pas seulement de la Palestine, mais s'occuper à être vraiment le témoin de 2 ans de génocide. C'était dur.
Et là, ça m'a aidé un peu, c'était thérapeutique aussi de l'écrire, parce que je l'ai écrit en parallèle au rapport sur l'économie du génocide. C'était une année assez chargée, celle-là. Non, mais justement, c'est pour ça que je disais, il parle au cœur et à la tête, parce qu'on voit bien ce mélange et humain, et émotionnel, et très sourcé, ce que vous venez de nous expliciter. Pardon. Quand on commence le livre, dès le début, dans l'introduction, il y a un vertige qui nous prend, et notamment le vertige de l'actualité. Parce que vous parlez, on est en février 2025, vous êtes à Berlin, vous êtes invité à un colloque, le colloque est annulé, il est obligé d'être déplacé dans un lieu plus petit, et où c'est rediffusé sur Internet pour être accessible au plus grand nombre. Vous êtes aujourd'hui donc en France, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours avec le Collège de France, où le colloque a été déplacé dans un lieu plus petit et retransmis en direct sur Internet. Quelle est votre diagnostic sur la violence, votre analyse sur cette violence institutionnelle de nos pays occidentaux, qui portent une co-responsabilité sur ce qui se passe en Palestine, sur la répression, en fait, de toute voix, tout moment, toute rencontre qui veut comprendre la situation coloniale et génocidaire en Palestine. Quel est votre diagnostic de cette situation ? En fait, je pense qu'il y a des gens mieux placés que moi pour faire un diagnostic aussi spécifique à la France. Ce que je peux dire, que ça me fait vraiment peur. En tant qu'Européenne, ça me choque de voir les universités qui ferment les portes au débat. On ne doit pas être d'accord sur tout. Moi, l'autre soir, dans ce colloque, je me suis trouvée à côté de deux messieurs avec lesquels on ne partageait pas forcément tout, mais on avait de l'expérience. On était là à parler parce que de perspectives différentes et de parcours différents, on connaît la Palestine. On connaît différents partis, même eux ont plus d'expérience de moi sur la politique française vis-à-vis du Moyen-Orient et la politique européenne vis-à-vis du Moyen-Orient et de la Palestine. Moi, j'amène la perspective du droit international. On ne doit pas être d'accord. Moi, je suis contente s'il y a des gens qui veulent se confronter. Moi, je suis aussi assez gentille et prête aux insultes. C'est horrible en tant qu'Italienne, avec le passé que j'ai, avec l'histoire que j'ai, se sentir dire par un gamin de 16 ans, tu es un antisémite. Dis-moi, qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça ? Et la réponse, finalement, au cœur, c'est d'avoir demandé et de demander incessamment l'application du droit international à Israël comme à la France et à l'Italie. Et là, ça me fait peur, mais une peur profonde et sourde qu'il y a des groupes de pression dans ce pays comme dans mon pays qui frappent au cœur la liberté d'expression, la liberté de penser, mais qui êtes-vous, quoi ? Nous, on vient de générations qui se sont battues pour avoir des libertés fondamentales, pour vous, pour nous, pour chacun, et on doit se voir muselé à cause de quoi ? De la protection à un État qui est un État d'apartheid, et je vous explique pourquoi. Je ne conteste pas le fait qu'on puisse avoir dans ce pays des gens qui aiment Israël. Ce n'est pas mon problème, je ne juge pas ça. Mais Israël ne peut pas se comporter comme un État d'apartheid, ne peut pas imposer une dictature militaire sur 5 millions de gens et les déshumaniser comme on a déshumanisé les Juifs, ça fait 100 ans dans ce continent. D'accord ? Et je sais, il y a un écho très profond quand on dit bon, ils sont quand même très problématiques. Moi, je pense il y a le manque d'humanité qu'on a envers les Palestiniens. C'est aussi un reflet, c'est indépendant, ça a tout à fait un lien avec Israël et ce qu'Israël fait.
Mais aussi, dans certains pays plus que d'autres, c'est un reflet de l'orientalisme du regard qu'on porte sur les Arabes. Moi, j'ai grandi chrétienne, pas forcément bien éduquée à ceux qui sont... Parce que je viens d'un milieu en Italie que, différemment de la France, différemment de ce qu'il est l'Italie maintenant, n'a jamais eu, je pense, aucun non-chrétien dans des centaines d'années dans notre terre. Je viens d'une ville très petite, dans la montagne et tout. C'est-à-dire, c'est pas que j'étais éduquée au multiculturalisme, mais à l'humanité, oui. Et ça me vient instinctif de dire arrêtez-vous dès que je commence à sentir de descriptions dérogatives envers les autres en tant que groupe. Parce qu'on l'a déjà fait dans ce continent de manière massive et violente. Et en fait, je dis, le problème, on ne comprend pas ce que c'était vraiment l'Holocauste, la Shoah. Parce qu'on s'est convaincu que la Shoah, c'était la solution finale d'envoyer des millions de juifs et de juifs dans des camps de concentration. Mais non, l'Holocauste a commencé avant, dès qu'on a placé, enfermé les communautés juives dans des ghettos. On les a affermés, on les a laissés mourir sans soins médicaux et en les discriminant, en les chassant de la vie civile. Ce que je dis en Italie, c'est que arrêtez un moment, vous devez arrêter de dire que la Shoah s'est passée parce que personne ne savait. Non, ce n'était pas le choix de quelques militaires fous et criminels. Parce que les Juifs en Italie ont été chassés de la vie publique à travers les lois raciales. C'était des lois de l'État, ce n'était pas un acte secret, vous voyez. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'opposaient. C'est pour ça qu'on a eu l'Holocauste et des millions de Juifs qui ont été tués. Alors aujourd'hui, j'entends le langage qu'on utilise envers, à savoir les Arabes, à savoir les musulmans, et je me dis, si on utilisait aujourd'hui, l'antisémitisme existe encore, mais si on utilisait ces propos et ce langage envers les Juifs, on serait en galère. On est des racistes encore. On doit arriver à faire de l'introspection sur ce qui se passe dans nos sociétés européennes et pourquoi on n'arrive pas à extirper cette racine qu'on appelle orientalisme. En fait, c'est du racisme. La discrimination de l'autre en tant que différent, et c'est quelque chose qui je ressens vraiment beaucoup et que j'amène aussi dans mon travail, mon diagnostic, c'est qu'on a des problèmes sérieux. Et surtout en France, je pense, permettez-moi de partager cette opinion de quelqu'un qui admire profondément la société française et ce qu'on a fait surtout. Il y a 30 ans, moi, je n'étais jamais une vraie activiste et je le dis avec du regret, hein, parce que j'ai eu peur. L'égoïsme en moi, à 20 ans, c'était beaucoup plus prononcé qu'aujourd'hui. Mais j'avais peur de m'exposer et tout. Mais la seule fois où j'étais partie d'un mouvement, c'était le reflet de ce que venait de ce pays-là, attaque et l'altermondialisme. Qu'est-ce qui s'est passé à ce mouvement? Je sais qu'est-ce qui s'est passé à ce mouvement dans mon pays, Genoa. Mais quand même, on doit retrouver tout ça. On doit retrouver cette force d'être ensemble et de contester le pouvoir dès qu'il ne nous sert plus, dès qu'il ne réalise pas nos droits et nos intérêts. Voilà, ça c'est un peu mon diagnostic. Merci. Merci pour votre analyse. Vous avez là dans votre réponse utilisé justement, vous avez commencé en utilisant le mot apartheid dans le livre. Une des questions qui est très importante pour vous aussi, c'est l'utilisation des mots. Vous analysez aussi qu'on est dans une société, en tout cas pour les pays occidentaux, orwellienne, où les mots représentent un peu l'inverse de ce qu'ils sont censés, voilà, processus de paix qui cache en fait une violence, donc en référence à 1984 de George Orwell. C'est pour ça que vous revenez aussi aux textes de droit qui engagent nos pays, comme la France par exemple. Vous recitez des textes de droit. Et ce mot apartheid, il y a une personne
qui vous le refait utiliser pour la situation palestinienne. C'est dans le chapitre Ingrid, donc, qui est dédié à Ingrid Jaradat Gassner, qui était donc une spécialiste de la Palestine et cofondatrice du BDS, le mouvement de boycott. Et c'est elle qui, en 2017, parce que vous dites qu'avant 2017, on n'utilisait pas trop ce terme apartheid pour la Palestine, et c'est elle qui vous fait lire la situation palestinienne à travers ce terme. Qu'est-ce que ça a éclairé en vous, l'utilisation de ce mot apartheid dans la situation en Palestine? Je dois dire que dès que j'ai compris vraiment c'était quoi le apartheid, j'ai eu honte parce que j'ai passé 5 ans à faire de la recherche après avoir quitté les Nations Unies, qui m'a amené à publier mon premier bouquin, qui est un bouquin académique, scientifique, qui parle des réfugiés, qui analyse la situation des réfugiés palestiniens selon le droit international. Et dans l'histoire, en fait, mon analyse démarre avec un positionnement du regard dans l'Empire ottoman, en fait, à la fin duquel le colonisateur britannique arrive en Palestine. En fait, je dis, le premier sionisme, ce n'est même pas de nature juive en Palestine. Et c'est aussi Eyal Weizmann, qui est aussi un camarade maintenant et qui est dans le livre. Qui a son chapitre. Donc. Ça, c'est un chapitre. En fait, je lui ai fait lire après avoir publié le bouquin. Le bouquin, je lui avais dit, il m'a dit non, il était très content. Il a dit qu'il est même plus gentil et aimable de ce qu'il y a dans la vie. Mais non. Mais alors, j'ai eu honte parce que dans ce bouquin, Palestinian Refugees and International Law, il y a peut-être le mot apartheid est mentionné une fois. Et quelqu'un m'avait demandé, en fait, pendant le 2020, pendant les présentations du bouquin, mais pourquoi tu n'utilisais... Tu es une proposante de cette approche holistique au droit international. Est-ce qu'il y a beaucoup de juristes parmi vous? Quelqu'un? Ok. Non, parce que je ne vais pas ennuyer les autres avec ce que je voulais dire, que je veux le dire après. Mais bon, je trouve que dans la poursuite de la rigueur scientifique, je pense que ça s'applique aux juristes, mais ça s'applique un peu même aux médecins et tout, on se concentre sur des parties, sur des spécificités, et on perd un peu le vue de l'ensemble, comme qui se spécialise. Je ne fais pas une critique à la médecine contemporaine, hein, mais on comprend mieux et mieux qu'il faut soigner le corps en tant qu'ensemble, que complexité. Parce que parfois, on arrive à soigner les symptômes sinon. Et c'est la même chose avec le droit. On s'est spécialisé dans le droit des conflits, dans les droits humains. Après, il y a les droits économiques différents, traités différemment des droits politiques. Alors, les spécialistes d'un certain domaine ne comprennent pas forcément les autres. Et c'est là les autres domaines, vous voyez. Mais la protection de la personne et des communautés se dévoile et se réalise dans l'application conjointe de tout partie du système normatif qu'on a. Vous voyez? Et là, j'ai ressenti, quand on m'a posé la question le 2020, pourquoi tu n'utilises pas le framework de l'apartheid, j'avais pas la réponse. Je dis, ça me semble pas trop important. Je me trompais complètement. Mais je l'ai appris après. Même si, effectivement, le 2017, j'avais entendu parler Ingrid, mais ça m'a pris des années pour absorber ce qu'il disait. En fait, ce qui s'est passé le 2017, c'est que j'ai entendu dans la même conférence où elle parlait, Ingrid, mon prédécesseur, Michael Link, qui disait « L'occupation israélienne est illégale ». On ne doit plus continuer à la traiter comme normale. Si c'était l'ordinaire, on opère dans les limites l'occupant donne aux Palestiniens et aux Nations Unies, à savoir, non, on doit la défier.
Et de là, après, j'ai commencé un parcours d'apprentissage, de réapprentissage, avoir la question pour ce qu'elle est. Apprendre ce qui est l'apartheid, qui est un système de discrimination raciale institutionnalisée qui se reflète dans le système. Le système traite les individus de façon différente selon leur groupe racial. C'est vraiment, peut-être en fait ethnique, tout, mais c'est clair. Regardez la Palestine. Je ne rentre pas dans ce qui est le traitement des Palestiniens avec la citoyenneté israélienne. Et ce n'est pas parce que ça ne mérite pas de l'attention, mais parce que c'est au-delà de mon mandat. Mais de le territoire qu'Israël garde sous occupation militaire depuis le 1967, il y a la loi militaire pour les Palestiniens, la loi civile pour les civils israéliens, qui ne devraient même pas être là, c'est-à-dire traités en tant que civils israéliens, parce que ça, c'est contre le droit humanitaire. C'est un crime de guerre, transférer, aider sa propre population à se transférer dans le territoire occupé. Et c'est ce qu'Israël fait depuis le 1967. Moi, je comprends l'attachement religieux à la terre, mais ça ne donne pas le droit de chasser les gens qui vivent, qui habitent cette terre. Et le fait de ne pas arriver à voir l'humanité et les droits des Palestiniens fait partie de notre misère. Et ce qui s'ajoute aussi à l'incapacité d'appliquer le droit international. Mais vraiment, maintenant, je trouve que par rapport à il y a même 2-3 ans, c'est plus facile de parler d'un état d'apartheid parce qu'on voit les résultats. Et moi, la frustration que j'ai est que je vois les États avoir accompagné ce processus de violence institutionnelle. On a laissé Israël s'évoluer dans un état d'apartheid, à un état qui a détruit et continue à détruire un peuple, un groupe en tant que tel, avec l'intention de le faire, le but de le faire, qui est les chasser de leur terre, de ce qui reste de leur terre. Et ça, c'est l'intention génocidaire qui caractérise les conduites militaires et politiques d'Israël depuis 2 ans. Voilà. Merci encore pour toutes ces précisions. Et c'est vrai qu'en plus, ça rejoint, dans le livre, on voit que lorsque vous apposez la lecture de l'apartheid, vous vous rendez compte aussi de votre manière de travailler, la difficulté de travailler sur la population palestinienne, parce qu'elle est soumise à cet apartheid. Donc contrôlée, vous devez parfois faire vos conférences et vos recherches en visio avec les personnes parce que vous ne pouvez pas aller les rencontrer en direct du fait des checkpoints, etc., etc. Donc vous vous rendez compte beaucoup de votre manière de travailler sur les territoires, comment ça impacte cet apartheid, votre travail, enfin ce pourquoi vous êtes missionné. Et il y a autre chose aussi qui impacte votre travail, c'est toute l'instrumentalisation de l'accusation en antisémitisme dont vous parlez dans le livre et notamment dans le chapitre Alon, dédié à Alon Confino qui est un professeur d'histoire italo-israélien qui est basé aux États-Unis. Vous êtes victime de cette instrumentalisation d'accusations en antisémitisme. On comprend au gré des lectures qu'on fait, des analyses qui nous sont proposées, que cette instrumentalisation, elle vise la décrédibilisation, en fait, parfois la criminalisation de la parole, qui veut analyser ce qui se passe en Palestine. Pour vous, quels sont les autres objectifs de cette instrumentalisation? Et surtout, si on parle pour réfléchir ensemble, comment on fait face collectivement à cette instrumentalisation? Je dois dire que la première fois que je me suis sentie accusée de antisémitisme, c'était un choc, mais vraiment un choc parce que c'est quelque chose de tellement grave, pas d'être accusé, l'antisémitisme. Moi, je sais pas comment on apprend ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale maintenant dans les écoles, mais nous, on était, ma génération, au moins en Italie, on était vraiment surexposés à ça. Et justement, moi je trouve très grave qu'on ne raconte pas l'autre partie de l'histoire, que le génocide des Juifs,
C'était aussi le génocide de Romains et Sinti et de centaines de milliers de personnes qui ne se conformaient pas à l'idée de la pureté de la race, qui, comme un autre historien israélien nous rappelle, n'est pas née au sein du nazisme, n'est pas morte avec le nazisme. Et en fait, la partie de l'histoire qu'on ne raconte pas dans les écoles, c'est le colonialisme de dépeuplement qui a amené à tuer des millions et à faire disparaître, à détruire des populations, des peuples autochtones de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord, en Afrique, en Asie. Et il faut vraiment comprendre c'est quoi le colonialisme de dépeuplement et quels sont ces vecteurs, ces forces driving, c'est pas, non. Ces forces motrices. Voilà. Et ma seule chance l'italien est très proche du français parce que parfois c'est des acrobaties. Et là, c'était dur parce que d'abord j'avais pas conscience à l'époque que l'antisémitisme est vraiment très présent, est encore très présent parce que maintenant je le ressens. Je sens les choses qu'on dit. C'est la honte, mais on dit les Juifs, comme si c'était vraiment, comme si un peuple entier avait quelque chose dans l'esprit qui les conduisait à agir mécaniquement. Non, et à l'époque, il y a 3 ans, je n'étais pas exposée à ça, voilà. Mais je savais que je n'étais pas antisémite, parce que l'antisémitisme, c'est quoi? C'est la discrimination, la violence envers les Juifs et les Juives en tant que tels. Moi, je n'avais pas ça. Mais c'est clair que j'avais déjà une vision super claire d'Israël en tant qu'État qui opère tout à fait en violation du droit international. Et c'est ça l'instrumentalisation. Aujourd'hui, Israël et beaucoup des groupes de pression, même opérant dans notre monde, en Europe, et pas seulement, maintenant ça se diffuse de plus en plus dans des pays du sud du monde, on vise à confondre l'antisémitisme avec la critique de l'État d'Israël, et même l'antisionisme. C'est quoi le sionisme? C'est une idéologie. C'est pas une religion, c'est une idéologie comme même le communisme. On peut critiquer le communisme, n'est-ce pas? Et de la même façon, on peut critiquer le sionisme. C'est pas un crime. Et là, mais l'antisémitisme, oui, ça doit être un crime. Et ça doit être traité en tant que tel aussi, surtout chez nous. Mais voilà, se sentir accusé, quelqu'un qui... Moi, j'en parle pas trop. En fait, je pense pas, je le dis dans le bouquin, mais... Quand j'étais à l'université, ma première bataille, c'était contre le rectorat qui voulait afficher une plaque commémorative à Giovanni Gentile. Vous êtes italienne, vous? Voilà. Et je dis, mais non, quoi. Lui, c'est comme dire, Mussolini a fait du bien. Hein. Oui, mais c'était le dictateur du fascisme en Italie. Non, on ne peut pas le justifier, on ne peut pas oublier, on ne peut pas séparer. On doit, si on met une plaque à Giovanni Gentile, il faut dire qu'au mieux, il était un connard qui n'a pas eu Et il y a beaucoup de gens intelligents qui sont des connards. Hein. Et... Vous pensez à quelqu'un en particulier? et non, je disais, il faut dire que c'est lui qui a signé les lois raciales, quoi. Non, on ne met pas de plaque commémorative à Giovanni Gentile. Et j'ai monté une vraie campagne avec d'autres camarades à l'école, à l'université, et finalement, la plaque commémorative à Giovanni Gentile, on ne l'a pas mise. Moi, je suis allée jusqu'à connaître, à l'époque, c'était Elio Toaf. C'était le chef de la communauté, des communautés juives en Italie. Et on voulait sa signature. On disait, mais non, vous devez nous appuyer, s'il vous plaît, parce que si vous êtes une autorité, il ne faut pas mettre
la plaque commémorative Journée Gentile, et lui a dit non. Ça, c'est le passé. Ça m'a frappé. Mais quand même, nous, on a continué notre bataille. C'est pour ça, après 30 ans, on me dit... 25 ans. On m'a dit, t'es antisémite. J'étais quand même choquée. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Là, j'étais complètement paralysée. Et je pense que des gens avec lesquels j'ai collaboré déjà, parce qu'ils m'avaient interpellée pour me signaler, dès que je suis devenue relatrice spéciale 2022, le problème de l'avancement de la définition d'antisémitisme selon le IHRA, le IHRA, me disait il faut avoir un peu d'alliés. Ça, c'était un groupe de profs israéliens, juifs américains et tout, et qui disait on a besoin d'alliés au sein des Nations Unies parce que cette définition d'antisémitisme, c'est du pourri, n'a rien à voir avec le vrai antisémitisme. C'est un outil dans les mains d'Israël et des groupes de pression pour museler le débat. Je ne savais rien de ça. J'ai commencé à étudier un peu tout et je dis ok, je vous aide, mais je suis la relatrice spéciale sur la Palestine, je ne sais pas comment je peux vous aider. Après, on est devenus des camarades et ce sont ces camarades qui, dès que la nouvelle a explosé, Times of Israel et d'autres journaux, disons, Israël empêche la visite de la relatrice spéciale en Palestine à cause de son antisémitisme. Il m'a dit, m'ont appelé, m'ont dit Francesca, ça va? Je dis bon, pas trop. Je voyais déjà ma tête de relatrice spéciale en shoot et il dit, et c'était Alon en fait qui m'a dit, tremble pas, panique pas et surtout ne t'excuse pas parce qu'ils vont nettoyer le pavement avec le sol avec ta tête. Et j'ai dit, maman, je fais quoi? Elle me dit, tu dois reconnaître qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Que effectivement, le 2014, dans un appel au fundraising, en fait, pour soutenir le UNRWA, c'était l'année où, à l'époque, Israël avait lancé l'attaque militaire le plus violent contre Gaza. Moi, je venais de terminer mon travail avec l'UNRWA, je connaissais très bien Gaza, j'avais passé des moments très, très forts là-bas. Et quand même, j'avais perdu beaucoup de collègues et Israël avait tué 500 enfants, 2000 personnes, 500 enfants. Et moi, je dis pourquoi, publiquement, pourquoi tout le monde s'indigne, sauf les États-Unis et l'Europe. L'Europe qui est paralysée à cause, ce que je pensais à l'époque, qui c'était très naïf, je ne le pense plus aujourd'hui, je dis le sens de culpabilité pour ce qu'on a fait pendant l'Holocauste. Non, on n'a pas de sens de culpabilité du tout, à la limite on a de l'hypocrisie. Mais ça, je l'ai appris dans le temps. Mais là, je dis les États-Unis qui sont subjugués par le lobby juif. Mais non, je ne le dirai plus. Mais c'était vraiment le produit de l'ignorance. Et surtout, provoqué par quoi? Par le fait que moi, je venais de Palestine, j'étais surexposée aussi à la presse comme Haaretz, où on parle de lobby juif, le Jewish lobby. Et vraiment, c'était de l'ignorance, mais pas vraiment de... Je ne comprenais même pas exactement ce que j'avais dit parce que je pensais au AIPAC. Et là, voilà, j'ai compris la question et j'ai dit je ne vais jamais plus me tromper parce que c'est moche, c'est très grave de dire ça. Mais aussi, ça peut être une opportunité d'éduquer les autres. Et j'ai utilisé voilà, ma faute et mon ignorance pour la soigner. L'ignorance, on peut la soigner, quoi. Le racisme, un peu moins, mais l'ignorance, oui. Et j'ai commencé vraiment ce parcours avec eux, mais aussi de sensibilisation. On a organisé plusieurs de séminaires sur l'antisémitisme au sein des Nations Unies et tout. Mais je suis devenue forte de ce que je portais. La réalité que je suis ni un antisémite, ni quelqu'un qui sépare son combat contre le racisme selon les différents groupes qui en sont victimes. Voilà. C'est un peu ce que j'ai appris aussi avec Alon.
qui nous manque, quoi. Il est mort l'année passée, et quelqu'un qui nous manque beaucoup, mais c'était quelqu'un qui m'a aidé à garder la tête droite et encore, ça, voilà, ça fait partie de ma corasse, quoi. Merci. Je vais poser une dernière question pour qu'après on ait le temps de l'échange avec le public. Alors, l'épisode à la fac, vous en parlez vous le racontez effectivement dans le livre. Dans le livre, je parle de Berlin, mais non, on peut prendre cet épisode, le rendre un peu moins grotesque parce que les Allemands ont ajouté, voilà, du grotesque, mais c'est pas différent dans la substance de ce qui s'est passé au Collège de France. Oui, non, mais en plus, même avec la plaque, quand vous étiez étudiante en Italie, vous le racontez dans le livre, la plaque de Gentile. Oui, voilà. Pour la dernière question que je vais vous poser, en fait, j'avais prévu 2 questions, mais je vais les scinder, parce que vous avez dit beaucoup de choses là dans votre dernière réponse, et notamment ce qui m'interpelle, c'est le fait de penser contre soi-même. Vous dites justement l'ignorance, au bout d'un moment, comment on revient dessus, comment ça nous aide à avancer. Il y a quelqu'un à qui vous ne dédiez pas de chapitre, mais que vous citez beaucoup, c'est Edouard Saïd. On comprend qu'il vous a aidé à penser ça. Edouard Saïd, universitaire palestinien, universitaire en littérature et en études postcoloniales, basé aux États-Unis. Et vous vous rappelez justement, voilà, comment on pense contre nos biais occidentaux. On rappelle les génocides dont nous avons été complices, notamment le génocide des autochtones en Amérique. Et donc voilà, dans ce que vous venez de dire, il y a beaucoup d'Edouard Saïd, et que vous citez aussi dans le livre. Et j'ai envie de dire, voilà, comment on fait pour penser contre soi-même. Vous avez commencé à y répondre, mais surtout comment on fait pour penser à l'après par rapport à la situation en Palestine. Comment on fait pour penser à l'après? Parce qu'il y a des moments de bascule que vous citez. Il y a le moment où on commence à utiliser le terme apartheid. Il y a le moment où là, vous dites dans l'ouvrage, vous analysez que la répression dans nos pays occidentaux à l'égard de la société civile, pour aller vite, elle va aussi de pair avec une surconscience de la société civile sur ce qui se passe en Palestine. Il y a un chapitre dédié à Gabor, qui a survécu à la Shoah, qui est un médecin canadien, spécialiste du trauma transgénérationnel, si je devais résumer comme ça, entre autres. Et du coup, avec Gabor, vous poussez la porte de l'après, et face à une situation désespérée, comment on pense l'après, ou comment vous percevez l'après ? Aussi bien pour toutes les parties, aussi bien pour les premiers concernés, les Palestiniens et les Palestiniennes, mais aussi pour les Israéliens et les Israéliennes, et pour nous, dans les pays occidentaux. En fait, ça dépend des jours. Il y a des jours où je sens la force, vraiment l'optimisme de la volonté, mais il y a des jours où c'est plus déprimant, parce qu'il y a trop d'ego. Et le ego, c'est la première frontière et le premier obstacle à l'émancipation de l'humanité. En fait, laissez-moi partir, parce que je ressens tellement de choses à dire en réaction à ce que vous me demandez, mais je veux partir de la fin. Je suis en train d'écrire maintenant, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Mais c'est ma réflexion à moi sur un propos que j'ai lu et qui m'a tellement inspirée. La Palestine est une question féministe. J'ai lu une fois. Et c'est tellement vrai. Non, mais ça m'a pris vraiment des jours et des jours pour comprendre. Parce que le propos est tellement révolutionnaire que je n'avais pas envie de lire l'article. Je dis, ça c'est une bêtise. C'est quoi ça? Il y a un peu de patriarchie dans moi aussi. Juger avant de comprendre. On sait mieux, non? Après, un acte d'humilité,
l'esprit féminin maternel reprend le contrôle et dit on pose et on lit ce qui c'est. C'est génial. En fait, ça me fait ouvrir les yeux et tout comprendre. Aussi la possibilité de... j'ai besoin d'aide par les Italiens. Comment on dit riscatto? Rachat? Ok, rachat. Il y a une possibilité de rachat. Rédemption, voilà, un peu plus de rédemption envers nous en tant qu'occidentaux. Alors je m'excuse si ça ne sonne pas tout à fait développé, mais parce que je suis en train de travailler sur ce concept maintenant. Et là, on n'a pas le confort de la logique du droit. C'est vraiment un sentir intime. Mais la Palestine, en tant que question féministe, c'est une question d'émancipation. Émancipation, c'est quelque chose que nous, les femmes, pendant des siècles, on s'est battu pour atteindre, et on continue, et ce n'est pas fini. Mais en fait, c'est un combat contre qui? Contre un système patriarcal qui ne victimise pas seulement les femmes. En fait, ça victimise les hommes aussi, les force à être quelque chose qui est un modèle ficelé et ne peut pas se permettre de défaillance. Ça condamne les émotions, ça condamne les hommes qui montrent les émotions en tant qu'efféminés. Et c'est un terme horrible que je continue à entendre, même dans le discours politique, c'est affreux, quoi. Mais il y a de l'enfantilisation de l'autre, qui peut être la femme, qui peut être, qui ne se conforme pas à ce modèle patriarcal d'homme fort, testostéronique et dominant. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'est exprimé seulement dans la sphère domestique. Non, le colonialisme, c'est ça. Si vous lisez, selon cette lentille, à travers cette lentille, les textes juridiques du siècle jusqu'au siècle passé, c'est de l'enfantilisation des pays entiers, de populations entières. En fait, qu'est-ce qu'on dit? En fait, les Palestiniens, comme des autres, encore pire, les populations d'Afrique, devaient être accompagnés vers la civilisation presque par la main par les Occidentaux. Ceux-là qui avaient déjà volé, esclavé et tout les populations de cette ère. Alors, cette idée patriarcale, c'est ce qui domine encore, qui résiste et qui domine dans nos sociétés. Avec la décolonisation, on a commencé l'émancipation de ce concept. Mais ce n'est pas terminé. En fait, quand Nelson Mandela disait la liberté du peuple palestinien, la liberté de l'Afrique du Sud ne sera pas complète sans la liberté du peuple palestinien, il n'était pas en train de faire de la rhétorique, parce qu'il aurait pu dire la liberté de l'Afrique du Sud ne sera pas accomplie jusqu'à quand il n'y a pas la liberté du colonialisme et de ses effets de l'Afrique, en Afrique. Ça aurait eu plus de sens. Pourquoi il a cherché la Palestine? Parce que la Palestine, c'est ce qui reste du colonialisme occidental. Et là, c'est un processus d'émancipation. Et ce que j'ai réalisé, c'est que en fait, la Palestine, les faits Palestine, dans ce moment-là, se composent de 3 éléments. La prise de conscience. Ça, c'est le premier génocide dont on prend conscience, globalement. Parce que dans mon espace de vie, et à juger des cheveux, je pense, de l'espace de la vie de beaucoup de vous, il y a le manque de cheveux. Et il y a on vous avait pas dit que je suis très sympa, n'est-ce pas? Et il y a eu le génocide au Rwanda, le génocide en ex-Yougoslavie, le génocide à Myanmar, peut-être aussi, je ne le connais pas bien, mais ça a l'air d'avoir été un génocide au Soudan, au Darfour. Et le fait que le génocide n'est pas une aberration, en fait, c'est le génocide en Palestine nous donne l'opportunité de comprendre c'est quoi un génocide, en fait. Il ne faut pas le confondre avec les moyens.
les moyens qu'on utilise pour détruire un peuple, un groupe en tant que tel. C'est l'intention de détruire un groupe en tant que tel. Et il faut emphasiser le groupe en tant que tel. Dès qu'on cible, vous tous et toutes, en tant que groupe, en oubliant, en effaçant les différences entre vous. Vous pouvez être des tatouateurs ou bien à la retraite ou des infirmiers, des boulangers, n'importe. En tant que groupe, vous êtes ciblés et on peut vous détruire avec plusieurs moyens. Des actes de tuerie, des actes en vous enlevant les moyens pour vivre, l'eau, la terre, la nourriture, les médicaments, tous les hôpitaux, en effaçant vos présents et vos passés, toutes les archives, tous les bouquins, toutes les universités, et aussi en infligeant une souffrance physique et psychique, en instituant le viol comme façon pour vous blesser toutes et tous. C'est quoi qui manque à ce qui se passe en Palestine pour vous faire comprendre c'est quoi un génocide? En fait, c'est vraiment un texte d'école. Alors je pense là, on arrive à comprendre c'est quoi le génocide, on arrive à comprendre qu'on doit lier ce génocide à ce qui s'est passé dans le passé. C'est ça la clé rédemption. On a l'opportunité de comprendre qu'est-ce qu'on a fait pendant des siècles de colonisation, mais aussi on doit comprendre que la colonisation a été expérimentée sur nos corps, dans nos sociétés, dans ce continent. Parce qu'en fait, il y a deux choses que je veux dire. Quand j'étais en voyage en Norvège cette année-là, j'ai rencontré les Samis. Les Samis, c'est un groupe indigène, autochtone de la Norvège, Finlande et Suède. Ils sont au milieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont des indigènes? En fait, quand je les rencontrais, je dévoilais mon ignorance et je dis, mais c'est pas que les autres Norvégiens sont des colonisateurs. Oui, mais on nous traite, on n'est pas blanc. Donc, vous êtes blanc, aux yeux bleus, on a un point. Ça veut dire quoi, vous n'êtes pas blanc? À un certain moment, j'ai eu l'illumination, je dis, c'est que vous avez quelle religion? Paganisme. Vous voyez? C'est ça. En fait, cette forme patriarcale s'est évoluée de la famille à l'État à travers la religion. Et pendant des siècles, on était guidés par des religions et tout ce qui ne se conformait pas à cette religion n'était pas blanc, n'était pas pur. Et c'est ça qui a amené en fait aux persécutions pendant des siècles, des hérétiques, des sorcières, des groupes religieux qui n'étaient pas conformes à la religion de l'empire, de l'Église ou de l'empire politique. Mais c'est ça, on vient de ça, on doit redécouvrir nos passés. Et aujourd'hui, de façon paradoxale, je vois qu'on peut-être on a l'opportunité, et c'est ça ma réponse. Comment je vois le futur? Je vois que ça dépend. Ça dépend de nous. Ça dépend de la compréhension qu'on a du passé et du futur en mettant en relation les deux. Et en arrivant à affirmer que la liberté, c'est quelque chose à défendre. Votre liberté, c'est aussi la mienne. Le moment où on commence à frustrer la vôtre, ça devient une souffrance pour la mienne aussi. Si le fait, en fait, on m'a dit ces jours-ci, bon, on est désolé pour vous pour le colloque. Je dis, franchement, je suis désolée pour vous en tant que Français. Parce que même avec les fachos qu'on a dans d'autres pays, on n'oserait pas autant. Et ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal parce que moi, je ne sens pas une action contre moi. Il y avait beaucoup d'autres, hein. Je veux espérer que c'était pas moi qui a gaspillé la soupe, quoi. Non, le colloque se serait passé s'il n'y avait pas Francesca Albanese. Je pense, je sais pas, mais c'est grave qu'on annule un colloque en plus pour la décision de quelqu'un de l'exécutif. Ça vous fait pas honte, ça vous fait pas peur. Et c'est voilà, et c'est ça qu'il faut. Il faut faire descendre les gens de la rue, rien que pour ça.
Parce que dès qu'on commence à tolérer, par exemple, bon, cet argument envers les Italiens, je dis, on est rentré dans la maladie du manque de liberté, ça fait des décennies. Mais après Genoa, après les massacres, le massacre qui a été Genova pendant le G8, le fait qu'il y a encore des gens qui ont participé, au matraquage des gens qui étaient là, des civils comme nous, et maintenant ils sont encore en position de pouvoir dans la police. Je dis, ça ne vous dégoûte pas? Oui. Eh oui, mais si vous pouvez vivre avec ce sens de dégoût, c'est pas normal. On a normalisé le manque de liberté, et c'est comme ça que le fascisme commence. Parce que le fascisme, c'est le déni de liberté, le déni de forme de justice et de rendition de compte, je ne sais pas comment dire, accountability et de responsabilité. Et voilà, et c'est ça que je pense. La Palestine aujourd'hui nous fait rendre compte du passé, du présent et du futur probable, nous appelle à l'action, et le futur dépend de combien on arrivera à agir et secouer un peu notre esprit paresseux. Voilà. Vous avez le regard. Non, c'était un regard intéressant parce que je le connais. J'ai dit merci. Merci de nous emmerder. Non, merci de nous éclairer. Merci de nous éclairer. Non, mais tout était... voilà, et puis la responsabilité effectivement collective, parce que nous sommes aussi héritières de la responsabilité de nos pays occidentaux, et souvent certains et certaines d'entre nous sont à la fois héritiers décolonisés et décolonisateurs, donc c'est une responsabilité qu'on porte d'autant plus. Francesca, vous avez accepté de rester un tout petit peu plus longtemps pendant ce moment qu'on partage ensemble, et du coup là ça va être le moment des questions-réponses. Oui. Est-ce que je peux faire une proposition? Bien sûr. Est-ce qu'on peut donner la parole d'abord aux gens qui ne sont pas contents du tout avec ce qu'ils ont écouté? Et j'imagine, tout en étant en France, qu'il y a quelqu'un. Vous êtes les bienvenus, vraiment. Le but est de réfléchir ensemble. Donc, un micro va circuler parmi vous. Est-ce qu'on peut poser 2 questions? Alors, on écoute la première question. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis juif, j'ai 17 ans, je suis sioniste, ça peut poser problème à certains, et pro-palestinien, donc je suis pour la solution à 2 États. Et pour la petite histoire, mon engagement contre l'antisémitisme a commencé en étant présent à Blocus pour les droits des Palestiniens. Et donc, vous êtes revenu aujourd'hui, et vous étiez déjà revenu sur vos propos dans le passé, donc notamment en 2014, sur le lobby juif qui contrôle les États-Unis. Donc c'est intéressant. Vous avez parlé d'ignorance. Et par le passé, quand vous étiez revenu dessus, vous aviez parlé de maladresse. Et je pense qu'il manque en fait cette remise en question. Non. Okay. Alors, c'est de ma faute. Et je m'excuse, mais s'il vous plaît. Mais on va nulle part comme ça. Alors, je suis français, donc... non, voilà. s'il vous plaît. Mais vraiment, on ne peut pas faire ça. Alors, c'est pas notre... Alors, vous ne m'écoutez pas. Désolé, mon frère. On ne peut pas se créer déçus. Exactement parce qu'il y a du sang. C'est pas notre ego à nous qui nous fait chier parce qu'il dit qu'il est sioniste, mais on doit marcher ensemble. Et je veux marcher avec lui vers la fin du génocide, vers la fin de l'apartheid et vers la fin de l'occupation permanente. Et on ne peut pas le faire dès qu'on s'écrit dessus, dès qu'on prend la parole. S'il vous plaît. Donc, voilà, hein, je suis un génocidaire, machin, sioniste, ça revient souvent. C'est revenu encore ce matin quand on a tracté pour exprimer notre désaccord avec l'UEJF et l'ULJF, donc l'Union des étudiants juifs de France et l'Union des lycéens juifs de France. Et donc,
sur cette remise en question qui est au centre de l'antiracisme, de dire, voilà, de reconnaître qu'on a eu des propos antisémites, qui sont d'ailleurs souvent source d'une ignorance, comme vous l'avez dit. Pourquoi ne pas reconnaître que ça a été des propos antisémites et pas simplement une maladresse ? Comme ne pas reconnaître que depuis le 7 octobre, et même avant, dans les années 2000 avec la diodosphère, il y a une certaine part du mouvement pro-palestinien qui est antisémite. Pourquoi ne pas prendre conscience de cette partie-là pour ne pas exclure les juifs du mouvement pro-palestinien, puisque de nombreux juifs, depuis le 7 octobre, en France notamment, se sentent exclus. Non, je vous comprends. Je vous comprends parce que, tout d'abord, je pense que c'est essentiel d'avoir cette discussion et je vous remercie d'être là. Parce que, je répète, on va nulle part si on dépasse pas les mécompréhensions. Alors, tout d'abord, permettez-moi de revenir sur la transition, maladresse, ignorance. C'est parce que c'est vrai, c'était de l'ignorance. Non, je ne peux pas dire que c'est de l'antisémitisme. Parce que ce propos n'avait pas de la haine contre les juifs et les juives. Mais c'est un trope antisémite. Oui, et c'est pour ça que je dis de l'ignorance. Mais je vous ai aussi parlé de mon passé. Il faut accepter que, écoutez, moi j'ai beaucoup de problèmes et le futur nous jugera. Mais vous dites avec fierté que vous êtes sioniste et vous devez accepter, s'il vous plaît, vous devez accepter que c'est un propos qui blesse et fait sentir, comme mes propos ont fait sentir vous, ça fait sentir des gens qui aujourd'hui sont sous le martyre. Ok ? Et là, c'est ça la clé. Il faut reconnaître, comme mes chers amis en fait, Amos Goldberg et Bashir le disent, il faut reconnaître le traumatisme de l'autre. Moi, je reconnais le traumatisme qui peut être incendié, ignited, par ce propos. Mais pour les Palestiniens, le racisme qui est un équivalent de l'antisémitisme, et c'est même pas conscientisé, est réel. Le racisme anti-palestinien est partout. C'est la négation de leur identité, de leur histoire, qu'à savoir qui s'exprime dans le mot sionisme. Parce que le sionisme ne reconnaît pas les racines des Palestiniens non juifs en Palestine. Et je vous ai écouté patiemment, s'il vous plaît. Et là, je pense que ce qui s'est passé, je le disais hier, c'est-à-dire, c'est pas un argument qui ressort maintenant parce que ça me convient. Il y a deux choses que j'ai compris dans les dernières années, qu'en fait, il y a le problème, c'est même pas le sionisme, c'est le ultra-sionisme qui n'aime pas de matrice, n'est même pas de matrice ou de connotation juive. En fait, c'est chez moi, par exemple, en Italie, les plus ultra-sionistes sont des gens qui ne sont pas juifs. Ce sont des chrétiens ou des non-religieux et ils sont au soutien de l'État d'Israël aujourd'hui comme si c'était un État tout à fait normal. Et on ne peut pas accepter ça. Alors moi, c'est pour ça que je dis il faut mettre en cause les idéologies. Peut-être il y a quelque chose de bien, mais il y a beaucoup de mal. De la façon où le sionisme s'est matérialisé, l'a fait du mal à des milliers et des millions de gens. Vous voyez ? Il faut accepter ça. L'autre chose, je comprends tout à fait pourquoi il y a beaucoup de juifs et de juives qui se sont sentis exclus le 7 octobre. Parce qu'en fait, moi, la première chose que j'ai dit, dès que j'ai eu un microphone devant moi, après le 7 octobre, c'était « Je pense que c'est le moment de montrer toute la compassion, wisdom and compassion,
toute la compassion et vraiment l'humanité, dirais-je, envers les Palestiniens et les Israéliens. C'est le moment de s'arrêter et de reconnaître dans ce qu'on a fait dans ce qui a été fait aux Israéliens aujourd'hui, qui était le 7 octobre, qui était d'une violence inhumaine, brutale, le traumatisme qui a été infligé pendant des décennies aux Palestiniens. Parce que c'est ça la chose que je ne comprends pas. Même maintenant, à 2 ans d'infliction d'une brutalité infinie, on continue à parler de 7 octobre. Et je ne dis pas parce que le 7 octobre, ce n'est pas important. Israël a tué 20 000 enfants. Mais vous imaginez si on avait fait aux Israéliens ce que les Palestiniens, ce qu'Israël a fait dans les prisons. C'est l'État, ce n'est pas un groupe terroriste, c'est l'État qui viole le corps des Palestiniens en tant que tel. Alors, comme il n'y a jamais eu de compassion envers les Palestiniens, je pense que, et c'était pas je ne vous parle pas de moi, mais je vous parle de quelque chose que j'ai ressenti chez les Palestiniens. Il y a aucun doute. Moi, je ne veux pas parler par les Palestiniens, mais c'est un argument que j'ai entendu dans d'autres pays arabes. Moi, j'habite dans un pays arabe. Et ils disent, non, c'est pas qu'on ne ressent pas la violence que les Israéliens ont sentie, mais on ressent la rage qui a mené à cette attaque. Et c'est pour ça que j'ai pris la question avec le président Macron, qu'on dit continuer à insister pendant des mois et des mois que la matrice de la violence de 7 octobre était l'antisémitisme. Mais je n'exclus pas qu'il peut-être il y a un sentiment d'antisémitisme pour ce qui s'est passé. Il faut l'étudier, il faut l'expliquer, il faut l'adresser, il faut le résoudre. Mais ça vient d'où la haine contre les Juifs, de ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas l'oppression qu'Israël impose aux Palestiniens? Et ce n'était pas la violence des États qui continuent à défendre, à armer, à commercialiser avec Israël malgré des années d'apartheid? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit se mettre autour de la table et on doit essayer de marcher ensemble en acceptant qu'il y aura des différences. Il y aura toujours des différences entre nous. Mais moi, ce que je veux, je pense, c'est ce que vous voulez. J'espère que c'est ce que vous voulez aussi. 2 choses. D'abord, qu'entre la rivière et la mer, tous les gens, des athées, des musulmans, des chrétiens, des juifs vivent en paix et avec un accès véritable, équitable aux libertés fondamentales et aux droits. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très très important, je veux que les juifs et les juives se sentent sûrs et protégés n'importe où ils sont. D'accord? Je ne veux pas que mes connationaux juifs se sentent qu'ils doivent regarder à Israël comme le porte sûr dans le 2025 parce qu'ils sont italiens. Et l'Italie, et moi j'accepte qu'ils peuvent aimer Israël. Ce n'est pas quelque chose que je juge, je questionne. Mais leur État, c'est l'État qui les protège et ils sont mes connationaux. Et comme les musulmans, et comme les athées, et comme les bouddhistes et tous les autres. Vraiment, on doit trouver le juste espace de la religion et se retrouver dans un chemin commun vers l'humanité. Désolée, c'était un peu long, mais il fallait que je fasse aussi attention à ce que je dis. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, merci. Alors moi, je suis un étudiant d'histoire des droits et d'histoire du colonialisme. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer pendant mes études, c'est, comme vous avez dit justement, Gaza, ça arrive pas, les génocides à Gaza, ça n'arrive pas de nulle part. Ça arrive d'une hyper longue histoire de colonialisme, d'esclavage, de normalisation et institutionnalisation de la discrimination des races. Et même aujourd'hui, en fait, Gaza, c'est devenu l'exemple le plus remarquable, mais moi, je suis italien aussi, et nous, on a les carnages des migrants dans la Méditerranée, que c'est un sujet qui est devenu simplement normal. Tous les jours, 40 migrants morts, 60 migrants morts, et c'est pas non plus une nouvelle.
mais ça rentre dans le même discours de séparation des races. Un philosophe sur lequel je me suis formé énormément, Domenico Losurdo, a bien montré comme il y a la race dominante et les autres qui ne sont pas les livres, qui n'ont pas les droits à la liberté. En même temps, et là j'arrive à ma question, les droits internationaux et les droits en soi, il est un produit de la culture libérale. Genre, ça commence avec Ugo Grazio, que j'ai aucune idée comment on dit en français, et toute la pensée protestante, écossienne, néerlandaise, machin. Et donc, je voulais vous demander, vu que les droits internationaux, c'est un produit de la culture libérale, qui en même temps est la cause du colonialisme, d'esclavage, de discrimination des races, et il existe seulement grâce à ça. Vous, en tant que juriste, comment vous pensez que les droits internationaux puissent répondre concrètement à les discriminations au niveau international et au colonialisme, en fait, en étant le colonialisme un produit du libéralisme? Je pense que toute matière et toute discipline est le produit de quelque chose. Moi, je ne pense pas que la médecine ou l'architecture ne sont pas le produit, disons, dans la façon dominante. La colonisation, c'est 500 ans de domination qui s'est manifestée à travers le droit, mais à travers la médecine, à travers l'architecture et même l'anthropologie. C'est pour ça que j'ai dit il faut que la décolonialité soit un acte de courage intellectuel transversal à tout domaine du savoir. Et nous, je trouve que les juristes, on a fait déjà des efforts dans le sens où on met en discussion le droit en tant que produit, je dirais pas produit colonial, mais c'est clairement un produit, comme vous le dites, d'une culture libérale qui vient même pas du colonialisme. L'origine, c'est dans la colonisation grecque. Ça vient de là. La colonisation, comme la connaît aujourd'hui, ça commence, ça se met dans l'empire grec. Et je pense que je suis plus d'accord avec ce propos qu'aujourd'hui, le droit international, c'est le produit de cette culture libérale, point à la ligne. Non, parce que si on accepte ça, on nie la validité, la contribution de tout ce qui est venu des populations du sud du monde. Depuis les années 50 et à suivre, la décolonisation a marqué profondément le développement du droit international, les droits humains. Et pas seulement ça, je dis les droits humains sont le reflet de différentes conquêtes de l'humanité, des luttes contre l'esclavage, justement, contre la discrimination, contre les femmes, contre les différences de genre, contre voilà. La Convention sur le génocide ressort de la page la plus noire de nous Européens en Europe. Voilà, l'Holocauste. Mais qui a voulu la convention du génocide et qui a inventé le mot génocide, Raphaël Lemkin, n'avait pas seulement l'Holocauste et la Shoah dans la tête. Il connaissait et il comprenait très bien qu'il se dit semelle, the seed, la graine. La graine du génocide est dans la colonisation. Surtout dans la colonisation du dépeuplement. En fait, il voyait très bien ce qui s'était passé aux peuples indigènes des États-Unis, du Canada, de l'Australie, et ce qui s'était passé en Afrique. Après, il n'allait pas jusqu'au bout, et la Convention a été appliquée d'une façon très, très limitée. Pour ne pas comprendre, voilà, parce que en 1948, la plupart du monde était encore colonisé, 2 tiers du monde était colonisé. Et c'est pour ça que je dis,
on a fait des progrès quand même. Il y a des décennies, les gens à peau noire dans ce continent apparaissaient dans les zoos. Et c'est pour ça que je dis, ça semble qu'on est en train de vivre la période la pire de l'humanité, mais non, parce qu'on a la conscience de la monstruosité qu'on amène encore dans nous, mais le droit, en tant qu'il s'est développé aujourd'hui, est suffisant, est suffisamment clair pour remédier, prévenir, réparer des crimes comme ceux-là qui ont été commis en Palestine et dans d'autres lieux. Le pourquoi le droit ne s'applique pas est notre problème à nous. Qu'aujourd'hui, on voit les gouvernements, avec beaucoup de nonchalance, évite l'application du droit international. On doit s'interroger sur le pourquoi. Quels sont les intérêts auxquels eux, qui sont au pouvoir, répondent? Parce que dans cette réponse, il y a aussi la clé pour le changement dont toutes et tous on a besoin. Et je pense que si le droit international, le droit constitutionnel, on l'utilise pour ce qu'il en est, un outil et pas une foi. Moi, je parle foi dans le droit international. À la limite, j'ai foi dans l'application de le droit international. Mais le moteur de ça, c'est nous. Et jusqu'à quand on continue à dormir notre sommeil de pierre, la situation va s'empirer et pas le contraire. Et du coup, je vous propose qu'on prenne une dernière question avant de clore cette rencontre. Sinon, on prend 2 questions de suite, comme ça, et je réponds dans une seule fois. On peut prendre 2 dernières questions de suite. Il y a tout là-haut. Nico, tout là-haut. Ah non, pardon. C'est la dame qui criait. Alors oui, pardon. Alors oui. Je pense qu'on peut prendre 3 questions. Bonjour et merci pour tout. Quand on sait que la France arme les Janjaouides qui commettent un génocide au Darfour via les Émirats arabes unis, quand on sait que la France continue de vendre des armes à un fasciste qui dirige Israël aujourd'hui, est-ce que dans le droit international, je ne parle pas d'autres pays, est-ce qu'on ne peut pas condamner notre État à une complicité de génocide dans le droit international? Okay. Et l'autre chose, juste pour information, la France qui arme des génocidaires au Darfour refuse l'asile encore aujourd'hui aux Soudanais qui ont le culot de survivre au flot de la Méditerranée. Une deuxième question. Alors 2 autres questions, pardon. Oui, bonjour. Voilà, moi je m'appelle Ahmed, je suis d'origine algérienne. Ma mère a 90 ans, donc le colonialisme, elle le connaît, elle sait ce que c'est, elle en parle à la maison. Et moi, j'aimerais dire, j'ai un problème en fait, c'est que avec le problème du mot antisémite. En fait, pour moi, le sémite, si c'est pas le palestinien, si c'est pas le yéménite, si c'est pas le monde arabe, qu'est-ce que c'est le sémite? C'est ça en fait. Pourquoi le sémite est forcément israélien? Pourquoi? C'est ça. Donc le mot sémite, ils l'ont accaparé pour légitimer tout ce qu'ils ont fait depuis 1948. Ça, il faut le savoir. Moi, je le sais, j'ai lu, de mes connaissances, de mes sources. Voilà, je ne dirai pas où elles sont mes sources, mais c'est simple. Il faut les juste chercher, et on comprendra ce que c'est le mot sémite. Après, j'ai un autre problème aussi, c'est avec le peuple français. Voilà. Parce que j'espérais, quand le gouvernement fasciste israélien a commencé à déshumaniser le peuple palestinien en les traitant d'animaux humains, qu'on va leur couper l'eau, qu'on va leur couper... Mais j'espérais que le peuple, au moins le peuple, de gauche, se levait comme un seul homme ce jour-là. Mais on s'est retrouvé, excusez-moi, on s'est retrouvé à très très peu
les premières manifestations interdites en France. Interdites en France. Je suis encore resté choqué. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes actuellement juste témoins et nous regardons un génocide documenté en direct. Et le peuple français n'avait pas bougé. À partir de 1 an et demi, j'ai commencé à voir des gens me dire « il faut quand même sortir là ». J'ai dit non, voilà. Ça, c'est un effet marquant. Je suis déçu, oui, déçu par la gauche, la pseudo-gauche, je dirais même, voilà, parce que c'est ça. Je les attendais, en fait. J'avais confiance en vous. Eh bien, il n'y avait personne. Voilà. Moi, j'ai fait de la garde à vue parce que j'ai écrit quelque chose qui ne leur a pas plu sur mon écriteau. Ils m'ont arrêté un peu plus loin. Je suis sorti de... Ce n'était pas une manifestation, c'était un rassemblement. Ils ont entendu que je parte du rassemblement, chercher mon vélo, avec ma pancarte sous le bras, et ils m'ont arrêté et ils m'ont mis en garde à vue. Voilà, je suis ressorti le lendemain, mais ils m'ont mis en garde à vue parce que ça leur a pas plu, cette pancarte que j'ai... Voilà, ce que j'ai inscrit sur cette pancarte-là. Là, je suis en train de me poser une autre question aussi. On va faire tourner pour accueillir une dernière question. J'ai une question. Voilà. Madame Francesca, il y a une chose qui est importante, c'est que dans votre livre, il y a un moment donné, vous commencez par ce fameux « je condamne ». Non, moi je ne condamne pas une résistance. La résistance, je ne la condamne pas. À partir du moment, même les Nations Unies, il y a une résolution aux Nations Unies qui disent tout peuple qui est réprimé a le droit quand même à une résistance, même armée. Voilà. Pour moi, c'est évident. Donc, je veux juste savoir, est-ce que c'est un passeport pour pouvoir écrire un livre? J'ai pas écrit ça. Voilà. Merci. Je donne la parole à une dernière personne, Francesca, et on vous laisse répondre. Et je priorise des femmes. Merci beaucoup. Oui, bonjour, moi je fais partie de l'organisation des flottilles pour Gaza. Et c'est la flottille Starzone Madin sous Gaza qui est partie fin septembre de Catane. Et les flottilles ont été interceptées dans la nuit du 7 au 8 octobre à 150 000 nautiques d'Israël, alors que les côtes territoriales, c'est 12 000 nautiques. Et donc, il y a plusieurs choses. Du coup, j'ai 2 questions en une, je pense. La première chose, c'est plus sur la partie... les témoignages, en fait, qu'on a eu des personnes qui ont été emprisonnées dans les prisons israéliennes. Le niveau de lavage de cerveau des soldats et de la police israélienne. La haine qu'ils avaient dans les yeux, à quel point ils se sont fait traiter d'animaux, de chiens en permanence. Et ça laisse à peine deviner comment ils traitent, les traitements inhumains qu'ils font subir aux Palestiniens dans les prisons. Ils ont passé des heures à leur montrer des vidéos du 7 octobre en leur disant « Est-ce que tu as entendu parler du 7 octobre? Pourquoi tu es là alors ?» À leur passer des musiques de pop de propagande israélienne, à danser, à chanter dessus. Donc comment s'en sortir quand on arrive à ce niveau de lavage de cerveau et comment on reprend espoir quand on fait face à des gens qui montent en fait et qui ont complètement déshumanisé, mais même quand ils montrent autant de déshumanisation face à des gens avec des passeports occidentaux. Donc le niveau de déshumanisation des Palestiniens doit être tellement extrême que comment s'en sortir? Et l'autre question, c'est sur la partie du droit. Le fait que les États européens n'ont pas du tout réagi. C'est les familles qui ont dû payer les billets pour entrer pour les répatriations et les déportements. Et les consuls ne se sont pas du tout fait respecter en prison de tous les pays d'Europe. Donc comment on explique aussi cette connivence? Merci. Voilà. Et dernier point, désolé, c'est un peu long. Du coup, on va lancer une procédure auprès de la CEDH pour porter plainte contre la France et Israël, parce que les bateaux étaient sous pavillon français et Italie, parce que les bateaux étaient sous pavillon français et italien. Mais aussi, comment on ne veut pas faire un peu ouin-ouin les pauvres Français, les pauvres Européens qui se sont fait arrêter. Le but, c'est vraiment que l'action judiciaire accompagne l'action politique, de dénoncer la complicité des pays européens. Donc, si vous avez aussi des insights sur comment justifier cette procédure judiciaire. Voilà, okay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour toute question. Alors, tout d'abord, je viens d'écrire un rapport où je fais référence à ce qui se passait à Gaza, au génocide à Gaza, comme un crime collectif qui n'aurait été pas... qui n'aurait voilà, possible et sans le soutien diplomatique au niveau du discours, l'amplification des propos de l'armée israélienne, même pas des Israéliens, parce qu'il y a des Israéliens qui sont beaucoup plus critiques de la moyenne de nous, et en se référant aux Palestiniens avec des colonial tropes. On a déshumanisé les Palestiniens comme on l'a fait certains Israéliens, hein, et on continue à le faire. Alors le discours a été là. Les accords commerciaux n'ont pas été coupés, au contraire, se sont intensifiés avec Israël, les transferts d'armes. Ils auraient dû s'arrêter parce qu'il y a même une décision de la Cour de justice internationale dans le contexte de ce que c'est les procès pour le génocide. Il y a 2 procès pour le génocide devant la Cour de justice internationale. Un mené par l'Afrique du Sud contre Israël et l'autre par le Nicaragua vers l'Allemagne. Et dans ce 2e procès, la Cour a rappelé aux États, pas seulement à l'Allemagne, tous les États, de ne pas transférer des armements, même des composantes, à un État qui commet des violations du droit international humanitaire. Ça n'a même rien à voir avec le génocide. La France l'a fait, l'Italie continue à le faire. Et aussi, ça suffirait que l'Europe coupe les relations commerciales avec Israël. On est le premier partenaire commercial d'Israël, qui produit un tiers du GDP israélien. Et pas seulement ça, même dans l'aide humanitaire, on a accompagné la monstruosité qu'Israël a mise en place avec la Gaza Humanitarian Foundation, qui c'est quelque chose d'un cynisme, c'est vraiment sinistre, quoi. Et alors, bien sûr, on est complice, on a violé le droit international. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a les procès. En Italie, il y a des avocats, des juristes qui ont commencé à se fédérer et à mener des actions légales contre le Premier ministre, contre le ministre de la Défense, contre les sociétés qui produisent les armements. Et aussi, il y a tellement qui se fait connaissance auprès du peuple italien maintenant, et c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a eu... l'Italie a surpris beaucoup de monde, y inclus moi-même, dans le sens que... on est vraiment là à la aube de la Révolution, nous les Italiens. Et jusqu'à maintenant. Mais la jeunesse qu'on a maintenant est différente. Moi, je dis souvent, et ce n'est pas seulement vrai en Italie, peut-être moins vrai en France, c'est surprenant, mais pour les jeunes, le génocide à Gaza, c'est memory in the making. C'est pas comme ma génération qui a appris le génocide sur les bouquins à l'école ou à travers la filmographie et en se convaincant que non, si j'avais été là, j'aurais fait quelque chose. Aujourd'hui, ça nous appelle, si c'est vrai que l'Holocauste nous a appris quelque chose, on devrait militer contre ce que l'État d'Israël est en train de faire avec la complicité de nos États, c'est-à-dire s'adresser aussi, oui, au gouvernement français. Mais il faut d'abord mobiliser plus de gens. Et là, je passe à ce qui vous disiez. Alors, tout d'abord, non, je n'ai pas condamné la résistance, j'ai condamné la violence de la résistance. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire, mais je l'ai dit parce qu'on ne peut pas s'adresser envers les civils. Point. Ça, c'est la certitude qu'on doit avoir. Parce que si j'ai fait des excuses, je dis pour les Palestiniens,
ou pour d'autres gens, je dis, oh non, c'est justifié de tuer des civils. Alors, je crée l'argument pour Israël pour tuer des civils aussi. Non, non. Mais un acte illégal de la résistance, laissez-moi terminer. Un acte illégal de la résistance n'invalide pas la résistance. Les Palestiniens ont le droit à résister, même avec la lutte armée, parce que ça, c'est dans le droit international. La question est que on n'est plus dans l'époque de la décolonisation, où la lutte armée, c'était quelque chose qui était soutenu. Aujourd'hui, on est dans le post-9/11, et la lutte armée est traitée en tant qu'acte terroriste. Je ne dis pas ça dans le droit. Le droit, c'est ce que je vous ai dit. Le droit dit que la résistance armée est reconnue, et même pour le peuple palestinien, surtout pour le peuple palestinien, mais il y a des limites. On ne peut pas cibler les civils. Et ce qu'on a fait aux civils israéliens, et je n'accepte pas moi, je vous dis, ça c'est, je n'accepte pas du point de vue légal le propos que tous les Israéliens, en tant que colons, on peut cibler. Dès que le fait, on doit être mené en justice. Vous voyez ? C'est ce que j'ai dit dès le premier jour. Israël n'avait aucun droit de mener une guerre. Ceux-là qui avaient attaqué les bases militaires n'étaient pas forcément des criminaux de guerre. Ceux-là qui ont attaqué les civils, oui. Mais ça aurait dû déclencher un processus rationnel et ordonné selon le droit international, selon un principe d'humanité. Non, et ça va aussi dans l'espoir de pourquoi c'était tellement difficile pour plusieurs gens de manifester de la solidarité avec les Israéliens. Non, moi je l'ai senti, je l'ai dit, je me sens vraiment proche aux familles qui ont perdu leur chair, les filles, les enfants, les pères, les mères. On ne m'écoutait pas. La chose qu'ils cherchaient dans mon mot, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est bon antisémitisme, c'était dans les yeux des gens qui m'attaquaient. Non, je me suis sentie en plein et vraie solidarité avec les gens qui ont perdu la famille. Et pas parce que j'avais besoin d'un passe-partout pour parler de génocide. Non, mais parce que c'est ce que je suis. Mais je dis forcément, non, Israël n'a aucun droit d'attaquer Gaza. C'est pas un conflit, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre, et s'il la qualifie en tant que guerre, c'est une guerre coloniale, de l'oppresseur, du colonisateur envers l'opprimé et le colonisé. Et en plus, il y a un propos intéressant, et c'est pour ça que je dis on doit avoir plus de débats et pas moins. Et les gens qui nous empêchent de nous retrouver et d'avoir un dialogue sont des gens qui veulent continuer à avoir le débat pas mature et pas développé. Mais le fait qu'il y a tellement de leaders européens, occidentaux, qui se sont renversés envers Israël, c'est ça qui empêchait le contact entre les êtres humains et l'empathie envers les Israéliens. Parce qu'Israël a eu tout ce qu'il pouvait, aussi la légitimation à attaquer un peuple qui était sous blocus économique, militaire pendant des décennies, qui avait subi 5 guerres, qui avait tué 5000 personnes, y inclus 1200 enfants. En fait, ce qui me choque, c'est même pas qu'on n'a eu pas de solidarité envers vous, mais ceux-là qui, même votre président, il était où quand Israël tuait des civils palestiniens? Parce que la haine vient de ça. Et les Français, vis-à-vis des Algériens, devraient savoir, vous avez un passif envers l'Algérie, que ça devrait être votre premier problème. Moi, je ne sais pas comment les Algériens font vivre ici, franchement, parce que moi j'apprécie beaucoup la patience chez les Arabes. Là, je trouve vraiment que c'est quelque chose de religieux, parce que moi, je ne l'ai pas. Ça me donne envie de donner des coups de pied à l'air, mais c'est impossible, le niveau de discrimination, dans le déni de ce qu'on a fait.
de ce qu'on a fait en Algérie, mais c'est horrible, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre la Palestine. Parce qu'on n'arrive pas à se regarder au miroir et à dire ce qu'on a fait jusqu'à il y a 60 ans aux Algériens. Alors, vous avez beaucoup de choses dans vos... Et nous aussi, on a le même passif colonial. Et c'est encore plus lucide parce que c'est pas qu'on le nie, parce que le déni, c'est déjà le percevoir. Nous, les Italiens, on est brava gente, on n'a jamais colonisé personne. Hein? Et là, c'est un processus de développement et de maturation qu'on doit faire ensemble. Mais il faut, dans toute société, même la française, accepter le traumatisme de l'autre. Et on n'est pas là si on continue à créer des excuses. Et la cause de l'attaque du 7 octobre n'était pas la haine contre les Juifs. C'était peut-être la haine, mais c'est la haine contre l'oppression et contre l'oubli. Parce que n'oublions pas que ce qui s'est passé le 7 octobre, horrible qu'il était, c'était la réponse aussi aux accords qui tout le monde arabe était en train de faire avec Israël. La normalisation qui aurait complètement écrasé la possibilité de continuer à parler de Palestine. Voilà. La dernière question sur la flottille. Tout d'abord, mon prochain rapport aux Nations Unies va être sur la torture. La torture, c'est un moyen de traiter les Palestiniens. C'est très grave et très, très institutionnalisé dans les veines de l'État israélien, qui était totalement accepté dans la plupart de la société israélienne. Et je dis, là, il faut vraiment remettre au centre de la discussion Fanon. Quand je dis, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la société israélienne, qui quand même, je comprends la déshumanisation des Palestiniens, je comprends, mais à arriver à soutenir le viol comme justifiable, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est pour ça qu'avec beaucoup de sacrifices, je vais entamer cet examen et j'ai considéré de regarder aussi ce qui a été fait aux gens de la flottille, spécialement pour ça, parce que la torture ou les traitements cruels, inhumains, dégradants qui ont été utilisés quand les membres de la flottille étaient intentionnels. Ils vous ont fait ça parce qu'ils devaient montrer leur puissance. Et cette mentalité horrible dont on doit prendre conscience si on veut vraiment aider à aller de l'avant, soit les Israéliens, soit les Palestiniens. Et pour ce qui concerne ce qu'on peut faire, je pense, et ça c'est une leçon, je pense, universelle, aujourd'hui on doit s'impliquer plus dans la défense de qui défend. Ceux-là qui se battent, soit-ils les gens de la flottille, soit-ils les gens qui sortent de la rue, s'ils sont persécutés n'importe par l'État israélien ou par l'État français ou même par la société, doivent être défendus. Et c'est ça le moindre des gestes qu'on peut donner aux autres, c'est d'être l'un à côté de l'autre. Ça, c'est la première découverte et la première manifestation qu'on est une famille humaine. Il n'y a pas de distinction, même au niveau de protection. On doit faire des sacrifices pour se protéger les uns avec les autres. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Francesca Albanese. Quand le monde dort, récits, voix et blessures de la Palestine, mémoire d'Encrier. Merci infiniment. Free Europe. Et du coup, on vous invite à... Merci beaucoup. Oui, je vais le dire.
Et donc, on vous invite à rejoindre le foyer. Et donc, Francesca Albanese accepte de signer quelques ouvrages à l'issue de la rencontre. Merci, à tout de suite. C'est gentil, merci.